Bien, bonjour Nathananda, merci de nous recevoir dans ta roulotte. J'avais envie de te poser quelques questions sur justement ce que tu pouvais proposer maintenant dans cette roulotte qui est située dans le Morvan, sur ton lieu de vie, et où tu proposes à la fois des activités que tu proposais déjà en Suisse, mais aussi des nouvelles activités, il me semble, donc ça va être l'occasion de nous en parler un petit peu plus. Alors, qui pourrait avoir envie de venir te rendre visite ici à la roulotte de Nathananda? Alors, je dirais toutes les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, qui ont des insatisfactions, des irritations, des difficultés relationnelles peut-être, ou un questionnement aussi. Hein, c'est un autre volet qui pourrait faire que des gens viennent ici. Mais je pense que voilà, ce sera en tout cas des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, ou qui ont un besoin de transformation, une envie, une transition, une envie de changement. C'est voilà, c'est un moment qu'on va s'offrir à soi, c'est vrai, c'est un temps, un espace qu'on va prendre pour soi. Mais c'est vrai que ce qui va, disons, ce qui va être le moteur, qui va faire qu'une personne va venir, la plupart du temps, c'est une difficulté dans la vie, qu'elle rencontre dans la vie, et puis un besoin d'aller à la rencontre de cette difficulté, peut-être d'une façon différente. Peut-être qu'elle a déjà l'habitude, et puis que elle va être interpellée peut-être par les moyens, les outils qui sont proposés ici, ou peut-être on se sera déjà rencontré. La personne, elle va se retrouver avec elle-même, elle va prendre soin d'elle-même. La clarification relationnelle, on va dire, Mhm, et la technique de la métamorphose, mhm. et le bain sonore, D'accord, sur sur le lit monocorde. d'accord. Ça fait longtemps que tu as eu connaissance, que tu as contact avec je sais pas, cet instrument, si on peut l'appeler comme ça? Oui, ça fait une vingtaine d'années, ça fait 20 ans que j'ai découvert cette table avec des cordes. En fait, c'est une table. Là maintenant, on l'appelle un lit monocorde, mais pour les raisons surtout qu'il y a un confort et qu'on crée comme un cocon en fait, pour la séance. Mais à la base, c'est un instrument qui est construit en bois avec des cordes qui sont tendues dessous et qui vont permettre en fait de fournir des vibrations. Et donc la personne va bénéficier en même temps des vibrations et du son. Elle va entendre le son, mais elle va sentir aussi avec tout son corps les vibrations de l'instrument. Donc tout ça qui va avoir un effet sur toute sa structure en fait, sur ses os, sur ses muscles, enfin ses cellules, toutes ses cellules, et qui va permettre une réharmonisation de tout le corps, sur tous les plans en fait, mental, émotionnel, physique D'accord. et spirituel, on peut dire. Mhm. Ça va permettre aussi déjà une grande détente, une profonde détente. Et pendant la séance, il peut y avoir vraiment des choses qui sont mises en lumière, des prises de conscience. Ça crée aussi un espace pour ça, pour mettre en lumière en fait D'accord. Donc ça fait aussi, certains c'est aspects. aussi finalement aussi un outil de clarification aussi. Oui, c'est voilà, D'accord. exactement. Tous ces outils qui sont utilisés ici sont des outils de clarification en fait. D'accord. J'avais entendu dire que tu pouvais aussi utiliser la voix, les sons. Oui, alors les sons, ouais, ouais, tout à fait. Ben, c'est tous des sons en fait. Hein. C'est un bain sonore. Et moi, ce que je vais ajouter, c'est la voix. Et, et les sons de la voix vont se mêler au son du monocorde et aux harmoniques. Ça va créer aussi encore plus d'harmoniques. Et, et là aussi, c'est les harmoniques qui vont faire le travail en fait. D'accord. C'est tout un travail qui va se faire à l'intérieur des structures du corps. Ces sons sont déjà toujours là en fait. C'est qu'on va on va y être attentif. On va les ressentir, on va les entendre avec tout le corps, pas seulement avec les oreilles. Et c'est un peu à ce niveau-là aussi de développer une écoute, une plus grande écoute de ce qui se passe, qui va permettre aussi ces changements. Parce que les sons sont déjà là, en fait. On ne les entend pas forcément. On a une grille
où on entend des fréquences, mais voilà, on n'est pas forcément conscient de ces sons. Et là, on va vraiment en bénéficier, en prendre conscience. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de l'autre technique que tu utilises aussi, qui est la technique de la métamorphose? Alors là, quelle est un peu on va dire ton histoire avec cette technique et comment tu l'as découverte aussi et Ouais. depuis combien de temps tu la pratiques? Bah, ça fait aussi une vingtaine d'années, en fait. Un peu dans le même temps où j'ai découvert les bains sonores et d'autres choses, mais j'ai découvert aussi la technique de la métamorphose. En fait, je faisais des études pour devenir technicienne de santé. Et puis, il y avait toute une partie de pathologie, anatomie, physiologie. Mais il y avait aussi toute une partie de pratiques diverses, corporelles. Et donc ça, la technique de la métamorphose est venue dans ces pratiques qui étaient proposées, dans cette formation. Et on a eu la chance d'avoir Gaston Saint-Pierre qui est venu nous enseigner directement cette technique. C'est qui, Gaston Saint-Pierre? C'est, disons, la personne il est québécois et il vivait en Angleterre. Et donc c'est lui qui, suite à sa rencontre avec Robert St. John, a développé, disons, cette technique. Alors de la même façon qu'on en parlait tout à l'heure, une personne qui va venir, soit elle va venir pour découvrir parce qu'elle ne connaît pas, elle a entendu parler, mais souvent voilà, ça va être un désir de transformation dans sa vie qui va l'attirer vers cette technique. Et le propre, on va dire, de cette technique, c'est d'être justement de ne pas donner de direction, d'orientation, c'est pas une thérapie, hein, de ne pas non plus faire de diagnostic ou autre. Souvent la personne, elle va venir peut-être avec de nouveau des douleurs ou des problèmes. Le praticien, lui, n'a pas besoin de savoir. En même temps, il peut écouter et on peut partager pendant la séance. Ça peut être une séance qui peut être silencieuse, mais qui peut être aussi où on peut avoir un échange. Mais tout ça ne va pas avoir de répercussions sur la séance. En fait, la séance se passe au-delà de ces choses-là. Et elle consiste on va dire, en un toucher, un effleurement d'une zone bien précise sur les pieds, les mains, la tête, et qui correspond en fait à une zone de la colonne vertébrale au niveau de la réflexologie. C'est la zone de la colonne vertébrale sur ces endroits. Et moi, je dirais que par mon observation, en tout cas, ce qui se passe directement, c'est une grande relaxation de tout le corps à travers justement la colonne vertébrale qui va innerver tout le corps, tous les nerfs. C'est le lieu de passage, de transmission tous les de organes, tout le système nerveux central. C'est ça, oui. Oui. Voilà. Donc il se produit, disons, durant la séance, en tout cas, toujours un grand lâcher-prise aussi, comme sur le lit, le corps. C'est aussi dans un grand respect de la personne. Il y a ça qui intervient, en fait, dans ces pratiques aussi, c'est que voilà, la personne est vraiment au centre et c'est elle qui va orienter la séance aussi. Dans ce sens-là, comme il n'y a pas d'induction, donc en même temps elle va se laisser faire, elle va pouvoir s'abandonner, mais elle va s'abandonner à une transformation qui est déjà naturelle, qui est déjà partout à l'œuvre. On prend souvent l'image de la chenille et du papillon, parce que c'est dans l'ordre des choses qu'une chenille se transforme et devienne un papillon, et pas autre chose. Et tout comme une graine va devenir une plante spécifique. Donc il y a déjà, en fait, tout est déjà là. Et le fait de recevoir une séance, on pourrait dire que la personne, elle est prête. C'est comme si elle se disait à elle-même ou à la vie qu'elle est d'accord pour laisser les obstacles, pour se dissoudre, pour aller plus loin. Pour ne pas mettre, disons en tout cas, des obstacles dans ce processus naturel de la vie qui se fait de lui-même sans effort, de toute façon, mais généralement d'une manière inconsciente. Et là, peut-être qu'il y a aussi une partie consciente, disons, de la personne qui va venir et qui va entrer dans son processus en ayant ce désir de recevoir une séance. Très bien.
Et pour finir, peut-être alors, pour compléter ce trio, ce tiercé d'outils, de disciplines, tu parlais aussi donc de séances de clarification. La clarification, ce serait un peu la synthèse, on va dire, de tout ce que j'ai vécu depuis une vingtaine d'années et tout ce que j'ai reçu comme outils différents et tout ce que j'ai exploré en fait comme outils pour moi-même, pour aller mieux, pour faire face à mes problèmes, à mes douleurs, à mes souffrances parfois physiques mais aussi psychologiques. Et puis aussi à une quête, en fait, une envie de me connaître, de comprendre en fait aussi ce que, voilà, la raison d'être peut-être de l'être humain et de moi-même, D'accord. en l'occurrence. Voilà, donc c'était tout un peu mêlé, quoi. C'est sûr qu'il y avait ce désir de se connaître, mais il y avait aussi tous les problèmes qui, voilà, au quotidien, Des qui questions se très présentaient. pratiques, on va dire. Ouais, très tout à fait, ouais. des problèmes relationnels, Mhm. pour moi, c'était beaucoup ça. Ça a été le moteur, c'était beaucoup les problèmes relationnels. Et puis cette incompréhension, justement, dans ces problèmes relationnels. À chaque fois, c'est ce qui revenait. Et donc, la clarification, c'est la synthèse, disons, de ces approches et qui a commencé pour moi en même temps que j'ai fait cette formation de technicienne de santé. Et je faisais aussi une formation de sophrologue. Et donc, par cette formation, j'ai commencé à pouvoir rentrer plus dans une introspection, disons, voilà, revenir un peu à la source, revenir en moi, réduire un peu toutes les distractions, tout ce qui était à l'extérieur, et puis venir regarder plus à l'intérieur ce qui se passait. Ça, c'est voilà, c'est vraiment propre à la sophrologie, hein, c'est vraiment ça. On pourrait dire ut conscientia noscatur, c'est ce qui va, voilà, le fil conducteur. Le fil conducteur, voilà, exactement. Ça veut dire pour que la conscience soit connue. Donc c'est vraiment ça symbolise, disons, la démarche sophrologique à travers un courant philosophique du XXe siècle qui est intéressant, qui a un nom un peu barbare, la phénoménologie, mais qui en fait est qui veut dire aller voir ce qui est dans l'instant, tel quel, sans jugement, sans a priori, sans tout le vécu, disons, sans tout ce qu'on en pense, puis qu'on va coller dessus. C'est isoler vraiment le phénomène et surtout prendre conscience, voilà, des phénomènes, de ce qui nous habite continuellement et dont on n'a pas conscience, en fait. Et c'est pas pour autant que c'est pas agissant, hein, ça veut dire que c'est très, très agissant dans notre vie, mais on n'en a pas conscience. Donc on va subir plutôt la vie. Et puis là, plus on va mettre de lumière, hein, on va mettre en lumière nos schémas, nos comportements, on va voir qu'on peut devenir acteur, disons, plus acteur, disons, de notre vie. En tout cas, c'est une phase, voilà, qui passe par là. Et disons que ces découvertes m'ont permis de connaître le yoga du Cachemire à travers l'enseignement d'Éric Barret, et qui a été vraiment déterminant dans mon parcours, parce que j'avais en fait arrêté la sophrologie en cours de route, et puis là je l'ai reprise, et j'ai terminé ces études à Andorre auprès du professeur Caicedo, mais vraiment avec justement cette dimension nouvelle, non duelle, qui m'était, que j'avais découverte, disons, à travers l'enseignement d'Éric Barret. Et donc je suis revenue à la sophrologie, et ça m'a permis d'appliquer vraiment ces enseignements non duels et de comprendre même toute la non-dualité contenue dans la sophrologie du professeur Caicedo, parce que tout était là, dans ce que j'avais dans les mains. C'est pourquoi je n'ai pas fait de yoga, on pourrait dire, du Cachemire, mais que dans ma pratique, j'ai pu vraiment vivre et partager avec les personnes tout cet enseignement. Et que j'appliquais au quotidien aussi en même temps, hein, c'est ce qui me permettait dans mon travail d'appliquer aussi à moi-même, de rester en contact vraiment avec une pratique quotidienne, pas seulement une théorie sur la vie, sur comment, pourquoi, mais aussi d'aller vraiment voir en moi concrètement tous ces phénomènes, et puis ensuite voilà, de pouvoir le partager.
Et chemin faisant, disons que voilà, il y avait toutes ces pratiques qui allaient dans le même sens. Et il y avait aussi j'en ai pas parlé, mais qui est aussi vraiment présent depuis la même période, c'est le travail de Byron Katie. Et là, je l'ai fait aussi déjà en famille. Je le faisais vraiment, voilà, je le faisais pour moi-même. Je l'ai fait aussi avec les enfants, un peu. Et ça a été aussi un outil très très important de questionnement de soi et d'aller voir les croyances, d'aller déjà les mettre en lumière, les détecter. Et puis qui était un outil vraiment pour pouvoir les transformer, disons, hein, et puis avoir un nouveau regard et donc aussi une autre vie. Ça m'a changé la vie, on peut dire. Alors, au niveau de la clarification, le terme est certainement venu dans ma rencontre avec un indigenaire, aussi par rapport à des problèmes de famille. Et à ce moment-là, c'était vraiment nécessaire de clarifier en famille. C'était une famille recomposée, donc d'aller clarifier tous les schémas qui sont sous-jacents à ces relations familiales. Et donc un indigénaire avait vraiment des outils aussi, les dyades, et il y avait différents outils pour vraiment pouvoir aller clarifier tout ça. Et ça m'a beaucoup aidée, j'ai aussi utilisé ça régulièrement. Et le terme est resté parce qu'en fait, j'ai pris conscience que ce qui était peut-être le plus vivant et le plus fort en moi, c'était de clarifier toujours, aller clarifier. Je cherchais une authenticité en moi, dans mes relations aussi avec les autres. J'exigeais aussi, on pourrait dire, cette authenticité avec les personnes en face de moi. Et puis ça n'allait pas comme ça, de juste exiger. Mais petit à petit, j'ai vu que c'était très important pour moi de clarifier et que j'avais aussi cette capacité justement de clarifier, qui me venait à travers ces outils, mais qui était peut-être avant tout un besoin, une exigence, une nécessité pour moi dans ma vie. Donc voilà, clarification. Et donc, en fait, ce mot clarification, il me permet aujourd'hui d'utiliser des outils autant au niveau justement corporel que mental. Une personne peut venir et on peut questionner ses pensées, on peut questionner ses croyances. Et voilà, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe et mettre en lumière. Et on peut aussi questionner au niveau corporel, au niveau sensoriel, et laisser émerger dans l'instant, dans une disponibilité, dans une relaxation, laisser émerger certains schémas, les voir, et en fait il s'agit de ça. Quand on voit, il s'agit de vision, parce que dès qu'on voit, c'est plus pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont pas vues, qu'on appelle inconscientes, mais en fait c'est simplement qu'elles ne sont pas vues, et si elles peuvent être vues dans un contexte, on va dire, sécurisant, où on est vraiment en paix, où on est tranquille, où on ne se sent pas menacé, à ce moment-là, on est toujours content de voir. C'est toujours pour notre bien, et c'est toujours pour aller vers une conscience supérieure. Sans jugement de valeur, mais c'est comme la chenille et le papillon. À chaque fois qu'il va y avoir une transformation dans cette technique de la métamorphose, de même, ça va toujours être pour aller vers un niveau de conscience supérieure. Et ça va amener toujours plus de confiance. En fait, ce qui s'installe progressivement et durablement, c'est une confiance toujours plus grande, qui va peut-être commencer par une confiance en soi, et donc une confiance en l'autre, mais qui va rapidement aller toujours plus profondément vers une confiance dans la vie. Et où on va pouvoir justement lâcher prise de responsabilité, de devoir, on va pouvoir s'en remettre à la vie et lui faire confiance, et on va pouvoir constater à chaque fois de plus en plus qu'on a raison de le faire, que vraiment c'est quelque chose qui est naturel et bienfaisant, et tout naturellement, en fait, on va pouvoir y aller. Et c'est au rythme de chacun. Il y a vraiment, voilà, c'est ça que je disais déjà tout à l'heure et qui me vient maintenant vraiment de plus en plus, c'est ce respect de la personne. Voilà, on a le temps
Il n'y a pas un cadre d'urgence. L'urgence, c'est notre urgence. Mais s'il n'y a pas d'urgence, vraiment, voilà, chacun a son propre rythme, comme dans la nature, et ça, c'est vraiment à respecter. Un rythme naturel. Ouais, voilà. On va retrouver d'ailleurs ici, dans cette roulotte qui est en plein milieu de la nature, au bord d'un petit ruisseau, d'une source, au milieu des bois. Ouais, avec un magnifique chêne, parce que le chêne était aussi un symbole, un grand symbole dans la technique de la métamorphose. Qui, peut-être, je peux juste le mentionner, parce qu'on a la graine, donc en l'occurrence pour le chêne, on a le gland. Et en fait, qu'est-ce qui est nécessaire pour une séance de métamorphose? C'est que ça soit vivant, qu'on soit vivant, et qu'il y ait la terre pour ce qui est du gland. Et donc, en fait, c'est quand le gland tombe en terre, il va y avoir, par les procédés naturels, la terre va être comme un catalyseur. Elle va permettre, en fait, à la structure du gland de se ramollir, et puis au germe de pouvoir éclore. Mais dans le gland, il y a déjà le chêne parfait, tout est déjà contenu, donc simplement ça va se manifester, ça va se réaliser. Et la terre va pas donner de direction pour cette graine. La terre est là, elle est simplement là, et le praticien, c'est le rôle qu'il a, un rôle de détachement du résultat, sachant que si la confiance est là, la confiance en la vie, tout va se faire, il peut y avoir ce détachement. Et ça, c'est pareillement aussi cette notion de réalisation, de réaliser le potentiel de la graine, le potentiel c'est le chêne. C'est la même chose dans la technique de sophrologie de Caicedo. La réalisation du positif, c'est vraiment, le positif est là en nous, il est potentiel, mais il n'est pas forcément réalisé. Tant qu'il y a des choses qui dérangent, qui gênent, des obstacles, ce potentiel, il est là, c'est nos valeurs, c'est nos valeurs humaines, et il peut rester en tant que potentiel, mais il peut aussi être réalisé. Merci beaucoup. Merci.